Alors, on reprend notre cours avec cette deuxième partie qu'on va consacrer à quelques notions se rapportant à la structure et au fonctionnement du virus. Commençons tout d'abord par la capside. Nous avons dit, on le redit, c'est une structure de protection pour le génome viral. Mais c'est aussi un support de déterminants qui sont nécessaires à la fixation au niveau de la cellule. Quand il s'agit bien entendu d'un virus nu. Parce que dans le cas où vous avez un virus enveloppé, eh bien le contact se fera entre l'enveloppe et la surface cellulaire. Nous avons bien compris que l'infection, et on va la définir un peu plus tard, c'est lorsque vous avez un virion ou quelques virions qui se posent et qui se fixent sur des récepteurs spécifiques au niveau des cellules avant de pénétrer là-dedans et de créer un bouleversement dans le métabolisme cellulaire. Par contre, l'enveloppe, ce n'est pas une structure simple comme la capside. C'est plutôt une membrane. Une membrane qui provient d'une cellule hôte, avec en plus des protéines virales. Dans le cas de la capside, le seul constituant, c'était des protéines, toutes virales. Dans le cas présent de l'enveloppe, c'est un ensemble de constituants lipidiques et protéiques d'origine cellulaire, plus des protéines qui sont purement et exclusivement virales. Cette membrane, elle peut provenir de la membrane plasmique. Elle peut être un fragment de la membrane nucléaire ou un morceau de la membrane d'un organite, par exemple le réticulum. C'est au moment où le virus est produit dans la cellule et il veut quitter la cellule qu'il prend avec lui un petit morceau de cette membrane. L'enveloppe virale, elle est d'abord d'origine cellulaire. L'enveloppe, c'est une structure simple et souple, enfin simple, non, je veux dire souple. C'est ce qui donne au virus la possibilité de se déformer. C'est pas comme les virus nus. Vous avez dans le cas du virus nu, vous avez la symétrie icosaédrique qui est toujours fixe, qui est toujours visible. Ou alors lorsqu'elle est cylindrique, hélicoïdale, c'est pareil. Et quand vous avez un virus enveloppé, eh bien l'enveloppe, comme on l'a appris en biologie cellulaire, elle est souple. Ça déforme des fois, ça donne des figures complètement au hasard pour les virus. Cette enveloppe, elle présente des protéines ou des glycoprotéines fixées sur la surface de l'enveloppe et qui ressortent, qui dépassent, qui débordent un peu. On les appelle des spicules. C'est comme des antennes. Au niveau de la même enveloppe, on peut trouver des pores, on peut trouver une matrice, une protéine différente des autres précédentes. Cette structure, elle donne à l'enveloppe une sensibilité particulière aux solvants organiques. Ça veut dire que si vous traitez l'enveloppe ou alors un virus enveloppé par un solvant organique, vous déformez l'enveloppe. Vous détruisez peut-être l'enveloppe. Vous changez de configuration de l'enveloppe. Et vous rendez à ce moment-là le virus lui-même inactif, inefficace. On croirait, bon,
premier abord, quand on voit un virus enveloppé, on aurait dit que c'est un virus qui est plutôt plus protégé, plus robuste. C'est pas vrai. Les virus enveloppés sont les virus les plus fragiles par rapport aux virus nus. Voici un exemple de la formation de cette enveloppe. C'est le cas de l'herpès virus. À l'intérieur du noyau, vous avez les virions qui se forment et qui se préparent pour quitter le noyau. Chaque virion va se mettre dans une petite dépression, un creux, qui va s'enfoncer pour devenir un puits. Regardez bien ce petit segment de la membrane nucléaire, comment il est différencié par rapport au reste de la membrane, parce qu'il contient des éléments, des choses qui sont purement virales, qui vont servir au virus. Et puis après, vous avez un petit bouton qui apparaît, un petit bourgeon qui va finir par se détacher. Ça va vous donner une vésicule dans laquelle vous avez ce virus enveloppé. On dit qu'il s'agit d'un bourgeonnement du virion. Au niveau de l'enveloppe, vous avez les spicules, les spikes en anglais. Elles servent pour identifier le virus, une identité. Donc ce sont des déterminants antigéniques. Ce sont ces déterminants antigéniques qui vont pousser le corps infecté, la cellule infectée, à demander de l'aide, à activer le système de défense, à produire les anticorps. Le virus, il est considéré comme un antigène. Et plus précisément, ce sont les spicules qui se trouvent au niveau de l'enveloppe, dans le cas d'un virus enveloppé, évidemment, qui sont les déterminants antigéniques. Ces spicules vont servir pour la fixation du virion à la surface de la cellule. C'est le cas de ces spicules qui portent le nom de hémagglutinine à la surface du virus de l'influenza, que nous représentons ici par ce schéma. Regardez, voici mon virus. À la surface de l'enveloppe, vous avez ces épingles, qui sont les spicules. Elles sont de deux formes différentes et de deux couleurs différentes. Et je lis ici, pour la couleur jaune, hémagglutinine. C'est l'antigène qui va se fixer l'une des deux, ou alors à un récepteur membranaire, récepteur de la cellule spécifique qui sera infectée, qui sera parasité, qui sera colonisé, ou alors ils vont pouvoir se fixer à ces molécules qui sont les anticorps que le corps produit lorsqu'il est attaqué par ce virus. Et ce sont ces anticorps qui normalement devraient anéantir, inhiber l'action des antigènes. Sur une autre figure du même virus, je retrouve l'enveloppe qui porte ces éléments lancés à l'extérieur, qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. L'hémagglutinine qui permet l'attachement du virus aux cellules respiratoires, dont le gène est enfoui à l'intérieur de la capside. Vous voyez bien la couleur bleue du gène qui est conforme avec la même couleur des spicules à la surface de l'enveloppe. L'autre spicule de couleur rouge correspond à la neuraminidase. Et la neuraminidase, c'est une autre forme de spicule qui va permettre le détachement des nouveaux virus des cellules respiratoires
où ils se multiplient. Donc certains facilitent l'entrée, d'autres vont faciliter la sortie. Et encore une fois, vous avez le gène responsable qui va former la protéine qu'on appelle neuraminidase. Les mêmes spicules peuvent servir dans d'autres cas de virus à la fusion avec la cellule hôte. C'est le cas du virus de la rougeole. Ou encore accomplir une activité enzymatique. Le cas de la neuraminidase du virus de l'influenza. Ou enfin, jouer un double rôle, reconnaître et fusionner avec la cellule. Et c'est ce qui se passe dans le cas du virus du sida. Alors nous avons dit tout à l'heure que la structure du virus était simple et qu'on ne trouvait que de l'acide nucléique avec des protéines capsidiales. Bon, maintenant on peut rajouter quand même quelque chose. Il y a des fois où on peut trouver une ou quelques enzymes virales, c'est-à-dire des enzymes que l'on ne peut pas former à l'intérieur de la cellule parasitée. Et donc le virus, il les amène avec lui. Il sait très bien qu'il en aura besoin et qu'il ne va pas pouvoir les synthétiser à l'intérieur de la cellule. Donc elles sont prêtes, elles accompagnent le matériel génétique infectant. Généralement, il s'agit bien d'une ou de quelques enzymes à l'intérieur de la capsule et qui servent surtout pour la réplication de l'acide nucléique. Alors, toujours au sujet de cet acide nucléique, il faut dire que le génome viral n'est pas très grand. Mais il y a quand même une fourche assez large dans laquelle il se situe. Le plus petit génome, il ne fait que 3 kilobases. Kilobases, c'est-à-dire 1000 paires de bases. Et le plus grand, il est aux alentours de 300 kilobases. Ce génome viral, il est soit de l'ADN, soit de l'ARN. C'est ce qui nous permet de distinguer, encore une fois, entre les groupes de virus à ADN et les virus à ARN. Toujours au même sujet, on peut dire que ce génome, ou alors que ce matériel génétique, il est de chaîne positive ou négative. Chaîne positive, ça veut dire qu'il y a une ressemblance, une similarité avec l'ARN messager cellulaire. Ça veut dire qu'une fois à l'intérieur de la cellule, si c'est de l'ARN par exemple, une fois à l'intérieur de la cellule, eh bien il sera traité par les ribosomes, il sera traduit en protéines sans aucun problème. Immédiatement après pénétration, on peut assister à une traduction. Et quand vous avez une chaîne négative, que l'on peut noter avec un petit signe moins, ARN moins, à ce moment-là, la traduction devient difficile. Et il y a nécessité d'une étape supplémentaire. Il y a nécessité d'un passage de l'ARN moins à l'ARN plus pour pouvoir traduire. On va revenir sur cette notion tout à l'heure. Alors pour finir avec ce slide, il faut dire que le génome viral peut être segmenté ou non segmenté. La molécule d'ADN ou d'ARN peut être segmentée ou non segmentée. Ça veut dire sous forme d'une seule molécule ou de plusieurs petites molécules, de plusieurs petits fragments. Et là, c'est une des particularités des virus, tout comme les chaînes positives et négatives. De ça, on peut déduire que le génome peut être sous forme d'ADN simple brun, par exemple chez les parvovirus, chose qu'on n'a pas dans le cas des cellules. On n'a pas d'ADN simple brun.
ou alors sous forme d'ADN double brin, comme ce qui est courant chez les cellules vivantes. C'est ce que je trouve chez l'herpès virus. Troisième possibilité, c'est d'avoir un ARN simple brin chez les picornavirus, ou encore, une autre curiosité, de l'ARN double brin chez les réovirus. Vous avez plusieurs exemples. Vous êtes en train de vous habituer un petit peu et de connaître les multiples exemples de virus que l'on connaît de nos jours. Chez les végétaux, dans le cas des virus de végétaux, souvent, nous avons des virus à ARN simple brin, comme le virus de la mosaïque du tabac. A l'inverse, dans le cas des bactériophages, eh bien, c'est plutôt des virus à ADN double brin qu'on rencontre très souvent, comme c'est le cas du coliphage T. Alors, je reviens sur cette notion de polarité. On appelle ARN de polarité positive, qu'on note ARN+, c'est l'ARN du picornavirus, c'est l'ARN aussi du coronavirus. Les ARN ont la même polarité que l'ARN messager cellulaire, qui code pour des protéines. Vous avez appris en biologie cellulaire que l'ADN cellulaire, l'ADN nucléaire, il est transcrit en ARN ribosomal, en ARN de transfert et en ARN messager. Et l'ARN messager subit une traduction, bien entendu, selon le code génétique, pour donner des protéines bien déterminées. La traduction est directe de l'ARN viral quand c'est une chaîne positive. La traduction en protéines par les ribosomes cellulaires. C'est du parasitisme, bien entendu. Par contre, quand on parle de virus ARN négatif ou ARN-, rhabdovirus, paramyxovirus ou autre, eh bien, à ce moment-là, il est complémentaire à celle des ARN messagers. Pour le traduire, il y a nécessité de passer par l'ARN+. Il y a nécessité d'utiliser une autre enzyme, et cette fois-ci c'est une enzyme virale apportée par le virus qui va permettre le transfert, la transformation de l'ARN- en ARN messager. À partir de ce bagage, à partir de ces informations, on peut établir une classification. On peut donner quelques éléments qui servent pour la classification, pour la taxonomie. Cette classification qui va prendre en considération le type d'acide nucléique, l'aspect simple ou double brin, positif ou négatif, présence ou absence d'enveloppe, symétrie de la capside et éventuellement dimension du virion. Quand on découvre un virus pour la première fois, eh bien on fait son étude, on fait son analyse, on établit une identité, une fiche spéciale dans laquelle on doit avoir toutes les informations se rapportant à cela, à la structure et à la biochimie. Et on obtient, dans ce cas-là, une classification qui est relativement simplifiée par rapport à celle du monde animal et du monde végétal, et même du monde bactérien, puisqu'on n'a ni règne, ni embranchement, ni classe. Ça part de l'ordre, ensuite la famille, puis la sous-famille, et enfin genre et espèce.
avec une nomenclature spéciale, avec des terminaisons relatives pour l'ordre, pour la famille, la sous-famille, le genre et l'espèce. Voici un exemple. Si je prends l'ordre des mononégas virales, viral, ça se termine avec viral, c'est l'ordre. Dans cet ordre, bon, j'ai la famille des Paramyxoviridae, ça se termine avec DAE. Et dans cette famille, je distingue la sous-famille des Paramyxovirinae, NAE, dans laquelle il y a les deux genres, Rubulavirus et Morbillivirus. Rubulavirus, c'est une petite famille de virus dont l'espèce type est responsable de la maladie des oreillons, le virus des oreillons. Alors que les morbillivirus est un genre dont l'espèce type est responsable de la rougeole, la maladie de la rougeole, et on parle de virus de la rougeole. Donc deux virus responsables de deux maladies différentes, mais qui sont voisins, qui appartiennent à deux genres, de la même sous-famille, bien entendu de la même famille, et du même ordre. Les virus peuvent se multiplier. Non pas peuvent, mais ils se multiplient à l'intérieur de la cellule. Pour se perpétuer et se propager, ils doivent se multiplier. On parle de réplication virale. Dans une cellule vivante, la réplication a lieu parce qu'il y a une disponibilité d'énergie, parce qu'il y a tout ce qu'il faut comme molécule de base, parce qu'il y a une machinerie enzymatique disponible. Et alors tout ça appartient à la cellule, mais tout ça, il va être détourné au profit du virus. Et on va assister à un cycle viral, c'est-à-dire pénétration d'une particule virale et sortie de tout un groupe, de toute une population virale. Sur le schéma que vous voyez là, qui correspond au cycle viral du coronavirus, nous commençons le cycle par la reconnaissance de la surface cellulaire et du virus lui-même. C'est-à-dire, on doit avoir les récepteurs spécifiques pour un virus donné. Lorsque cela existe, eh bien, il y a pénétration, il y a décapsidation, bon, c'est-à-dire que le virus il va se débarrasser d'abord de l'enveloppe, ensuite de la capside, pour libérer l'acide nucléique directement dans la cellule, soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau, soit dans un autre organisme. Après, il va y avoir ou bien directement traduction, ou bien transcription et traduction, et on va passer, ou alors les deux en parallèle, et on va se retrouver après réplication avec plein de copies d'acide nucléique d'un côté, et avec plein de protéines capsidiales de l'autre côté. Nous aurons par la suite un auto-assemblage, nous l'avons bien signalé tout à l'heure. L'auto-assemblage fait naître des nucléocapsides qui leur manque uniquement l'enveloppe. Eh bien l'enveloppe, elle va être, dans le cas présent, par exemple, elle va être formée au niveau du réticulum qui doit passer par l'appareil de Golgi, sortir sous forme de vésicule et quitter la cellule par exocytose. Vous voyez bien ici la sortie de plusieurs copies, de plusieurs virions, alors qu'à l'entrée, il n'y avait rien qu'une seule particule virale. Sur cette particule, on reconnaît d'abord l'ARN, on reconnaît une protéine S, très importante, la protéine E, la protéine M et la protéine N.
et c'est la protéine S qui va pouvoir retrouver son récepteur sur la cellule pour la pénétration. Et justement, ce cycle cellulaire, il peut être divisé en 6 étapes. Ça commence par l'attachement. Ça commence par l'arrivée d'une particule virale ou de quelques particules virales au niveau de la cellule. Et c'est au niveau de la cellule, au niveau de la surface cellulaire, au niveau de la membrane plasmique cellulaire, que ce virus doit retrouver son récepteur spécifique, qui est une protéine, ou une glycoprotéine, ou tout simplement un oligosaccharide. Donc les récepteurs cellulaires s'associent avec les protéines ou glycoprotéines de la capside, dans le cas d'un virus nu, ou bien de protéines ou glycoprotéines de l'enveloppe, quand il s'agit d'un virus enveloppé. On va donner quelques exemples. Regardez par exemple le virus du sida, ce qu'on appelle le HIV, ou bien VIH, selon l'appellation francophone ou anglo-saxon. Le virus du sida se fixe principalement sur une molécule appelée CD4 que l'on ne retrouve que au niveau des lymphocytes T. La molécule CD4, récepteur spécifique situé sur les lymphocytes T. Les lymphocytes, vous vous rappelez bien, ce sont des globules blancs qui font partie de cette grande armée qui nous défend normalement contre les germes et contre les agents intrus. Mais le VIH, il est malin, il s'attaque à cette armée, il s'attaque à ces cellules qui nous défendent, il s'attaque aux lymphocytes. La structure d'attachement du virus est la glycoprotéine de surface de l'enveloppe, la GP120. GP120 se fixe, voilà sur le schéma, on voit bien la GP120 qui se fixe sur la CD4 située à la surface de ce qu'on appelle LT4, les lymphocytes type 4. Lorsque vous avez cette union, lorsque vous avez cette liaison qui s'établit, l'infection commence. L'attachement est fait, et bien la suite peut avoir lieu. L'exemple 2, c'est le virus du Covid-19. C'est le SARS-CoV-2, qui se fixe principalement sur la molécule appelée ACE2, récepteur spécifique situé sur les cellules épithéliales. ACE2, c'est la molécule réceptrice. Elle se situe sur les cellules épithéliales, notamment de l'appareil respiratoire. Ce récepteur, qu'est-ce qu'il doit fixer? Il fixe la structure d'attachement viral qui est la glycoprotéine S, que nous avons signalé il y a 2 petites minutes. Elle se trouve à la surface de l'enveloppe. Et cette fixation, elle est médiatisée, elle est un petit peu facilitée par une autre protéine membranaire qui s'appelle TMPRSS2. Encore une fois, sur cette figure, on voit bien la surface cellulaire qui comporte la CE2 et la TMPRSS2, celle-ci qui rapproche et qui facilite l'attachement du SARS-CoV-2 grâce à cette spike, à cette spicule appelée S. Bon, des récepteurs présents sur des cellules d'espèces différentes. Si j'ai un récepteur que je retrouve chez plusieurs espèces différentes, je dis qu'il s'agit d'un spectre large. Ça veut dire que l'infection est possible par le même virus chez toutes ces espèces. C'est l'exemple de la rage. La rage qui est connue chez les mammifères. Tous les mammifères, pratiquement.
Dans le cas contraire, lorsque vous avez le récepteur qui n'existe que sur une seule espèce cellulaire, une espèce animale par exemple, je dis qu'il s'agit d'un spectre étroit. Et c'est l'exemple du virus de la rougeole, connu chez l'espèce humaine uniquement. Entre le spectre large et le spectre étroit, bien entendu, vous avez des cas intermédiaires. Lorsque vous avez le récepteur présent chez quelques espèces, je dis que c'est un spectre moyen, le virus de la grippe en est un exemple. Je peux parler de la grippe chez l'homme, chez les oiseaux migrateurs, chez le porc ou chez le cheval. La deuxième étape, c'est la pénétration après attachement. Celle-ci, elle va nécessiter de l'énergie et elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres, notamment la température et le pH. Les virus nus pénètrent de deux façons, soit directement, soit par endocytose. Les virus enveloppés, encore une fois, peuvent pénétrer par fusion avec la membrane ou par endocytose suivie d'une fusion. Donc l'enveloppe, elle complique un peu l'entrée du virus. Sur cette figure, sur cette image, nous récapitulons les différentes façons, les différentes manières de pénétration d'un virus, qu'il soit nu ou enveloppé. Voici dans les deux premiers cas, le virus est nu. Dans les deux derniers, le virus est enveloppé. Sur l'image suivante, je vois ici une particule virale qui s'approche de la surface membranaire, qui s'attache et qui reconnaît cette surface grâce au récepteur. Puis, je vois que l'enveloppe fusionnera avec la membrane. C'est ce qu'on appelle la fusion avec la membrane plasmique. La nucléocapside seule se retrouve libre dans le cytoplasme. Dans le cas suivant, toujours avec un virus enveloppé, vous avez une dépression qui se dessine ici, qui s'approfondit pour devenir un puits, dans lequel je vois la particule virale, et ce puits-là, il va finir par bourgeonner, par se détacher. Ça va me donner une vésicule. Et lorsque je dis vésicule, c'est une membrane. À l'intérieur, il y a le virus enveloppé. Une fois à l'intérieur du cytoplasme, cet endosome, il va débarrasser la nucléocapside de son enveloppe. C'est-à-dire que l'enveloppe fusionne avec la membrane de l'endosome et ils vont libérer la nucléocapside. Ça, c'est une endocytose dans le cas d'un virus enveloppé ou dans le cas d'un virus nu. Sur les trois cas que je vous présente, vous avez le poliovirus qui est un virus nu, tout petit, qui subit une simple translocation directe à travers la membrane plasmique et qui va éjecter son matériel génétique dans le cytoplasme. C'est un cas simple. Le deuxième exemple, c'est celui de l'adénovirus, qui pénètre par endocytose par l'intermédiaire d'un récepteur. Et dans le troisième cas, c'est l'herpès virus, qui va fusionner avec la membrane plasmique, donc fusion entre enveloppe et membrane plasmique, et libération de la nucléocapside. Troisième étape, décapsidation. La décapsidation qui suit l'attachement et la pénétration. La décapsidation, ça revient à dire enlever la coque, enlever la capside, détruire la capside
et libérer le génome. Cela est fonction du pH. Le pH est acide. Le pH, lorsqu'il est acide, il facilite la libération. Alors, attachement, plus pénétration, plus décapsidation, ça fait un ensemble d'événements, mais qui sont précoces, qui préparent à la vraie infection, c'est-à-dire à la multiplication du virus. Des événements précoces qui ne sont pas visibles, même si on veut suivre l'évolution d'un virus à l'intérieur d'une cellule, ça, c'est pas visible. Quatrième étape, la réplication. La réplication. Alors, quand je dis réplication, eh bien, je sous-entends par ça reproduction de copies du génome viral, reproduction massive, production en quantité suffisante de protéines capsidiales et production de glycoprotéines de l'enveloppe, quand il s'agit d'un virus enveloppé. Tout cela, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va perturber bien comme il faut la physiologie de la cellule, le métabolisme de la cellule. La souffrance va commencer pour la cellule. L'infection s'installe conformément. Prenons le premier exemple, celui du poliovirus. C'est un petit virus à ARN positif. C'est un virus à ARN viral comme de l'ARN messager. Il n'a pas besoin d'être transcrit. Il subit une traduction immédiate pour produire des protéines capsidiales et des enzymes virales. Le deuxième cas, c'est le virus du sida, le HIV. Celui-là, c'est un rétrovirus. Lorsque je dis un rétrovirus, ça veut dire un retour en arrière. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un virus à ARN. Mais cet ARN ne peut être transcrit ou traduit que lorsqu'il revient en état d'ADN. C'est-à-dire, il va y avoir une transcription inverse. D'habitude, on parle de transcription lorsqu'on produit l'ARN à partir de l'ADN. Maintenant, nous avons de l'ARN et on va reconstituer l'ADN. Nous avons besoin d'une transcriptase virale inverse qui va pouvoir intégrer l'ARN viral à l'ADN cellulaire. Dans le génome cellulaire, il va y avoir intégration de l'ARN. Puis ensuite, une transcription de l'ADN en ARN. Et enfin, une traduction des protéines virales. Je répète ce dernier passage. Nous avons une transcription virale inverse. C'est une enzyme qui assure la transcription de l'ARN en ADN. Et le petit bout d'ADN obtenu, il va s'intégrer dans l'ADN cellulaire avant de voir une véritable transcription, une production d'ARN positive qui sera traduite par les ribosomes en protéines virales. Troisième cas, l'herpès virus. Nous avons une transcription de l'ADN viral par l'ARN polymérase cellulaire en ARN messager. Quand il s'agit d'un virus ADN, on transcrit, on produit l'ARN et par la suite, on fait la traduction pour obtenir les protéines. Les ARN virales produites subissent des modifications post-traductionnelles, sorte de maturation, une phosphorylation, une acylation, une glycosylation, un clivage. Tout ça, ça constitue des modifications post-transcriptionnelles. Cinquième étape, nous avons produit
les protéines, nous avons obtenu les copies du génome viral, et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Assembler les génomes viraux et les protéines virales. Enfermer chaque molécule d'ARN ou d'ADN dans des protéines capsidiales. C'est l'encapsidation. Ça se fait d'une manière automatique, systématique. Une fois c'est fait, nous avons donc une population, un groupe, un ensemble de particules virales prêtes à être libérées. Lorsqu'il s'agit d'un virus nu, eh bien la cellule éclate. Elle libère les virus et elle meurt. Lorsqu'il s'agit de virus enveloppés, on assiste à un bourgeonnement, à un détachement de particules virales. Et c'est à ce moment-là que chaque particule virale va prendre avec elle un petit bout de la membrane qui deviendra son enveloppe. Voici le bourgeonnement que nous avons déjà vu auparavant. On le revoit ici. Regardez, là c'est les protéines cellulaires. Et là, c'est des protéines qui sont sous forme de bâtonnets, des protéines virales, des spicules qui se placent à ce niveau-là, qui chassent les protéines cellulaires et qui prennent leur place. Et c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir des pressions, formation de pluie et formation de bourgeons. Et cette partie, ce segment de la membrane, s'est détaché tout autour de la particule virale. C'est ce qu'on appelle un bourgeonnement. La dernière figure, c'est toujours le bourgeonnement, mais dans le cas du virus de l'influenza. Vous voyez bien ici le matériel génétique, tout près de la membrane plasmique. Et au niveau de cette région, nous avons bien la concentration de ces deux protéines, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Ce segment, il va se couper par ici et par là pour envelopper, comme c'est le cas ici présent, pour envelopper la nucléocapside et nous donner un virion enveloppé, un virus enveloppé. C'est le cas du virus de l'influenza.